Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria du podcast Nouvel Oeil. Victoria est une jeune femme étonnante. Âgée de seulement 25 ans, elle a déjà un parcours de vie incroyable. Malgré les doutes et les sentiments d'incompréhension, elle a su se trouver. Tellement longtemps, je me suis sentie extraterrestre, comme tu dis, tu vas me dire, mais j'ai l'impression que je ressens des trucs que je suis la seule à ressentir et de me poser des questions que personne ne se pose. Et c'est dur parce que tu te sens seule, quoi. Car oui, aujourd'hui, podcasteuse, autrice, conférencière, aventurière, elle est une messagère qui éveille les consciences. Tu vois, quand on nous pousse dans des études dès le plus jeune âge à nous dire qu'est-ce que tu veux faire plus tard, à aucun moment on nous dit mais qui tu es toi ? Et explique-moi qui tu es, va creuser qui tu es. Apprivoiser son intuition, découvrir ses papillons dans le ventre, Victoria partage son chemin vers l'épanouissement. À quel moment je sens qu'en moi ça vibre quoi ? Qu'il y a un truc qui se passe inexprimable, je sens que ça jaillit, que ça bout, et en fait c'est ça qu'il faut aller déterrer, c'est ça, c'est cette niaque en fait que tu sens au fond de toi qui crée des miracles. Dans cet épisode, nous explorons l'écologie, les voyages en Inde qui changent des vies, un point commun que nous partageons, mais nous abordons également la reconnexion au bonheur. On arrête de vouloir tout le temps acheter, faire et trucs et machin et croire que cette croissance perpétuelle ça va nous apporter un jour le Graal. Quand tu te détaches de tout ça et quand vraiment tu le manifestes dans ta vie au quotidien, mais genre la vie est magique quoi. Une vie magique sans oublier de se reconnecter à sa vraie boussole. Mais la joie c'est vraiment la plus belle boussole de vie. Franchement la joie c'est celle qui dicte tout. Dès lors que tu perds la joie c'est qu'il y a un problème. Croquer la vie et vivre pleinement, c'est un échange touchant et inspirant que je te propose cette semaine avec Victoria. Et n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un petit commentaire, ça te prend que 5 secondes et c'est d'une très grande importance pour ce podcast qui vit grâce à toi, à tes écoutes et à tes étoiles. Et puis sur l'Instagram Osez by Nico, tu peux découvrir les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Victoria. Salut Nico, je suis trop contente d'être là. Oh bah moi aussi, je suis pas content d'être là, mais content d'être là avec toi. C'est ma première interview longue, parce que tu m'as dit qu'on en avait pour à peu près 1 heure. Ouais. Depuis la sortie du livre hier, donc je suis trop heureuse de pouvoir en parler. Et à la fois un peu stressée, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas pris un micro comme ça, là. J'avais mon sac sur le dos pendant 6 mois, donc... Oui, bah il y a tellement de choses sur lesquelles on va discuter. Moi, tu sais... T'es un peu une personne qui a donné naissance à tout dans mes changements de vie ces dernières années. Quoi ? Puisqu'il y a 3 ans, j'étais sur une plage en Bretagne et je suis tombée sur un de tes podcasts. Et à l'époque, l'idée de faire un podcast me trottait dans la tête. Mm-hmm. Et en fait, quand j'ai écouté ton podcast, j'ai adoré. Wow. Et je me suis dit, en fait, c'est possible. Magnifique. C'était avec qui, tu te souviens, l'invité ? Alors il y en avait plein que je connaissais pas, mais ouais. Je pense que je t'ai découvert avec Natacha, qu'elle est streamée. Si elle nous écoute. Et ça a donné, j'avais écouté, je me souviens que j'étais sur la plage et de faire un vocal à mon meilleur pote en mode mais tiens regarde, il y a une fille, elle a un podcast qui s'appelle Nouvel Oeil, elle a des invités que j'aime, elle a une sensibilité que j'adore, mais comment elle fait, plein de questionnements parce que je connaissais pas le monde du podcast. Donc t'as été ce qu'on appelle ça, mais ça a germé en moi cette idée grâce à toi quelque part qui m'a dit c'est magnifique ce que tu dis. Tu vois à quel point la transmission ça peut changer des vies. Franchement c'est fou. Une interview, une phrase, parce qu'en soi c'est pas moi en tant que telle, c'est cette interview, ce dialogue, cette question que j'ai pu poser avec la réponse de Natacha qui à un moment donné a résonné en toi parce que t'étais en train de vivre quelque chose de particulier, tu vois. Donc c'est une histoire de timing aussi, mais c'est fou. Et ce qui a été encore plus déstabilisant par la suite, c'est que en apprenant à te connaître via tes interviews, il y a eu un effet miroir, puisque j'ai découvert qu'on avait un tas de points communs. Alors évidemment, on n'est pas identiques, mais on a la danse classique. Mais non, t'as fait de la danse. J'ai fait de la danse classique. T'en fais plus ? Non. Ok. Enfin, pas de danse classique, après j'aime danser, mais... On a l'amour du voyage et de l'Inde. L'Inde, mais pas juste d'aller en Inde, mais un pays qui nous a changé quelque part, doublement, puisque tu y es allé 2 fois et toi 2 aussi. Fois, et moi aussi. Il y a également le fait de se lever tôt. Waouh. Mais attends, mais du coup, j'ai envie de te poser plein de questions. J'ai le droit de te retourner l'interview un peu ou pas parce que... Tu peux, mais j'ai tellement de questions à te poser que ça va faire peut-être un peu juste, tu vois. Mais après, sens-toi libre d'être libre dans la conversation. Hein. Mais il y a ça et le podcast, évidemment. Et quand j'ai voulu créer la miniature, j'ai mis du jeûne.
Waouh. Mais pas par rapport à toi, c'est la couleur qui m'est venue intuitivement. Ouais. Et ça, voilà, il pourrait en avoir plein d'autres quand je t'écoute. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Et justement, venons à ce livre. Alors, on va parler de toi, on va parler de plein de choses, mais quand même, je veux parler de ce livre qui est sorti il y a 2 jours. Hier. Oui, hier, ouais, totalement. Tu penses quoi de la vie, mamie ? Oui, ça me fait bizarre de le voir dans tes mains. Enfin, c'est tellement tout pour moi, ce livre, que de le voir là exister, je réalise pas. Ce livre, il est, pour ceux qui ont la vidéo YouTube, j'ai plein d'annotations, mais je crois que j'ai rarement annoté un livre autant, parce que je l'ai plus que surkiffé. Wow. J'ai adoré. J'ai envoyé un message à mon meilleur pote hier et je lui ai dit, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre où j'étais dans la joie et dans la sérénité de lire un livre, pas dans l'obligation de je reçois un invité, il faut lire le livre, tu vois, il faut. J'ai débuté ton livre et là ça a pas été il faut, ça a été de toute façon, je veux le terminer parce que j'en ai l'envie et parce que c'est pas, et tu le dis à l'arrière, c'est pas un livre de développement personnel ou d'écologie, c'est un livre en fait d'une jeune femme qui, en nous parlant de sa propre vie, donne des messages mais tellement forts, tellement puissants, au point que toutes les pages résonnaient. Et j'étais là, mais c'est pas possible. Ça sonnait juste, ça sonnait honnête, ça sonnait sincère. Enfin, ça sonne juste honnête, sincère. Et j'ai adoré tout ça. Waouh, merci beaucoup. Vraiment. Donc, waouh, ça me touche. Je sais même pas quoi te dire. Enfin, franchement, j'ai tellement écrit ce livre avec le cœur que de savoir que ça peut parler. Et tu fais partie des premiers retours que j'ai, vu qu'il est sorti hier. Il y a peu de personnes qui l'ont terminé. Donc c'est précieux pour moi. Merci beaucoup. Ça m'a fait du bien de lire un livre où c'est pas du développement personnel en mode attention, on va vous expliquer la vie c'est comme ça et c'est comme ça que vous devez la vivre sur tel et tel sujet. Là, c'est des points de vue qui sont ultra personnels mais qui sont justes parce que c'est l'expérience et c'est ta personnalité. Et ça, je l'ai dévoré. Oui, je pars de moi, de mon cas personnel, de mes ressentis et je donne aucune leçon en fait. Je dis voilà, ça a été telle situation pour moi, je l'ai vécu comme ça, je me suis posé telle question, voilà ce que j'ai mis en place. Vous picorez dedans ou pas, c'est vous qui décidez, mais à aucun moment je dis faites ceci, faites cela, il faut arrêter ci, il faut arrêter ça. C'est vraiment des propositions finalement que je fais en parlant de moi. Mais du coup, c'était très inconfortable parce que j'ai vraiment eu à me mettre à nu et en position d'ultra vulnérabilité pour autant me dévoiler. Et on n'a pas l'habitude de faire ça dans nos vies, on passe la plupart de nos temps avec un masque en essayant de se cacher ou de se conformer en fonction de ce que la société voudrait de nous ou de ce que les gens voudraient voir de nous. Mais d'être tel qu'on est et de se dévoiler comme ça, c'est très inconfortable. Tu dis d'ailleurs, tout ce qui est peinturé et maquillé et lissé et verni ne m'attire pas. Ouais. Tout ce qui sonne faux saute à mes yeux. C'est ce que tu viens de dire là, quelque part. C'est à un moment donné être dans cette sincérité. Ouais. Et ce livre, je trouve que c'est très bien résumé sur le fait qu'on enlève les masques et on est là, quoi. Et on se sent tellement plus léger comme ça aussi. Tu vois. Et bon, je vais peut-être pas faire le parallèle avec l'Inde de suite, mais je pense que si l'Inde m'a autant piqué quand j'avais 18 ans, c'est parce que tu peux plus te mentir quand t'es en Inde. T'as tellement d'extrêmes de tous les côtés, t'es tellement stimulé sur tous les sens qu'en fait t'as pas l'espace mental de réfléchir à comment je m'habille aujourd'hui, comment je vais paraître, et si et ça, juste t'es toi-même. Et moi, ça m'a reposé le cerveau au milieu du chaos de l'Inde. Enfin, c'est très particulier, mais tu vois, avant, donc j'avais 18 ans quand j'y étais, et avant ça, à 18 ans, tu te cherches beaucoup, t'as pas confiance en toi. Et t'avais pas de rêve à l'époque ? J'avais 1000 rêves. Ouais. Mais je me les autorisais pas. C'était quoi tes rêves à l'adolescence ? Ou même petite fille d'ailleurs ? Petite fille, je changeais toutes les années à peu près. J'ai longtemps voulu être astronaute. Longtemps, très longtemps. C'est étonnant. Parce que je suis fascinée par l'univers et par les astres, par les étoiles. Enfin, je me dis que c'est absolument incroyable qu'on soit si petit face à ce monde. Et je pense que c'était... Enfin, je trouve ça tellement vertigineux que l'envie d'être astronaute, c'était l'envie d'aller découvrir ce qui se passe là-haut, tu vois. C'est pas purement scientifique, etc., parce que j'ai jamais été à l'aise avec les chiffres au final. Mais c'était vraiment pour assouvir cette soif de curiosité de l'au-delà, quoi. Donc longtemps, j'ai eu envie d'être astronaute, mais je me suis vite
ramener à la réalité des choses et au fait que je suis pas du tout à l'aise avec les chiffres, mais beaucoup plus avec les lettres. Je suis passée évidemment par la case j'ai envie d'être coiffeuse, j'ai envie d'être maîtresse d'école, j'ai envie d'être chanteuse, présentatrice de météo aussi pendant longtemps, écrivaine, c'était aussi dans mes rêves. Je changeais tout le temps. Ouais, et qu'est-ce qui a été ce déclic du coup pour partir en Inde, justement à ces 18 ans où tu te cherchais et où peut-être que l'idée d'être astronaute s'était envolée. Ouais. Donc il fallait trouver une autre destination. Il n'y a pas vraiment eu de déclic. J'ai fait une école de commerce en 5 ans parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et l'école de commerce, c'est un petit peu la solution de facilité où on te dit que ça t'ouvrira toutes les portes et c'est une façon de ne pas faire de choix. Donc je me suis dit, allez hop, tout m'intéresse, faisons une école de commerce. Et à la fin de ma première année, donc j'avais 18 ans, on avait à faire un stage de 2 mois. Ouais. Et il y a une association qui est venue se présenter en amphithéâtre en disant qu'ils pouvaient placer des étudiants français en Inde, dans des entreprises. Donc on allait être rémunérés, etc. Et on était une petite dizaine à vouloir partir. Et en fait, quelques mois avant le départ, les conditions de visa ont changé et ils nous ont dit maintenant c'est plus en entreprise mais c'est en association. Donc c'est du bénévolat, vous serez pas payé, voilà, c'est à votre bon vouloir quoi. Et là plus personne voulait partir. Et moi je me disais mais c'est fou, c'est encore mieux en tant que Français, on va pouvoir aider des personnes dans le besoin, ça va être fantastique. Et je sais pas par quelle intuition, mais mon cœur m'appelait à aller en Inde en fait. J'ai pas vraiment eu de déclic, j'avais une petite voix qui me disait va en Inde, mais c'était irrationnel parce que j'avais pas vraiment vu de documentaire sur ce pays, j'avais vraiment une vague idée d'à quoi ça ressemblait. Et quand les gens me demandaient pourquoi je voulais y aller, j'étais incapable d'y répondre. Je disais mais je sais pas. Et mes proches me faisaient peur, ils me disaient mais tu te rends pas compte Victoria, l'Inde c'est un des pays les plus pauvres au monde, t'es une femme, t'as 18 ans, on sait pas où tu vas partir toute seule parce qu'il y a plus personne de ta promo qui veut y aller. En fait non, c'est trop dangereux, tu restes en France. Et plus ils essayaient de me dissuader, plus ils essayaient de me dire non, tu n'y vas pas, et ils essayaient de me faire peur, plus moi j'avais comme une rage en moi qui s'allumait, qui me disait mais je veux y aller quoi. Et à tel point qu'en fait un soir je commence à lister toutes les raisons qui allaient légitimer mon départ parce que je voyais que les gens voulaient des raisons. Ils voulaient que je leur dise pourquoi je voulais y aller. Donc je me suis dit ok, je vais inventer des trucs bancals pour me mettre à l'épreuve, pour montrer que je suis courageuse, je suis capable d'y aller pour telle raison, voilà ce que ça va m'apporter personnellement, etc. Et le lendemain, je suis allée voir le directeur de mon école, j'ai mis ça sur son bureau et je lui ai dit voilà pourquoi je veux partir, laissez-moi partir. Et là, il a été un peu bluffé, il m'a dit bon bah écoute, allez, bon, je te laisse partir, j'ai confiance en toi. J'étais major de promotion, donc il me disait je sais que t'es une élève sérieuse, allez, je te fais confiance, tu y vas, mais tu m'appelleras tous les 2 jours. Et comme ça, je suis partie avec mon baluchon. C'était vraiment la première grosse aventure où à 18 ans, j'ai voulu embrasser le monde, quoi. Un peu comme une évidence, finalement. Qu'est-ce que ça a changé chez toi, l'Inde ? Je crois vraiment que quand tu sens cet appel, il faut le suivre. Et c'est très compliqué parce que la société te pousse à tout sauf à ça. Et dès lors que tu rationalises un peu, les peurs arrivent et donc tu t'autorises pas à suivre ce chemin-là. Et l'Inde, donc pour répondre à ta question, ça a changé des choses en moi qu'au fond je voulais pas changer, contre lesquelles je luttais. Et ça s'est fait vraiment sur du long terme petit à petit, et quand je vivais en Inde, je le réalisais pas. Je sentais que j'étais dans un état de présence qui m'échappait et que j'avais jamais ressenti de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai autant aimé l'Inde, c'est que pour une des rares fois et une des premières fois, je me sentais complètement heureuse et complètement dans l'instant présent. Et aujourd'hui, on parle énormément d'instant présent, de pleine présence, dans les livres de développement personnel et autres. Mais de pleinement le ressentir au fond de sa chair, c'est toute autre chose. Et en Inde, je ne pouvais pas échapper à l'instant présent. Comme je te le disais au début, il y avait tous mes sens qui étaient accaparés, en fait, et qui faisaient que j'avais plus peur de rien. Et je me projetais plus dans le futur. Je me disais pas, mais où tu vas être dans 2 ans, et comment tu vas paraître, et si ça se passe mal, qu'est-ce qui va se passer ? Non. J'avais une confiance totale et entière en la vie et avec ce sentiment d'être à ma bonne place. Et c'est quand je suis rentrée en France après que j'ai réalisé les transformations qui s'est passées, puisque je me sentais en perpétuel décalage entre
ce que la société voulait de moi et ce que moi je m'autorisais à être. Et ça a mis du temps, ça s'est étalé sur des années, et ça a été les années d'écriture de mon premier livre, puisque j'ai écrit un livre avant celui-ci qui s'appelle « Ce qu'on n'apprend pas à l'école, mamie ». Et en fait, je ressentais le besoin, par les mots, de déposer justement ce qui s'était transformé en moi, parce que je sentais qu'il s'était transformé des choses, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et petit à petit, je voyais que j'arrivais à dire non, que j'arrivais à m'affirmer sur certains sujets, que j'arrivais à me faire confiance, que j'arrivais à dire à des personnes « En fait, je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Et c'est ok de pas savoir. Et en fait, je vais arrêter d'essayer d'inventer un plan de carrière parfait pour vous faire plaisir, parce que ça serait vous mentir, en fait. Je sais que je veux pas être experte comptable, je sais que je veux pas travailler dans le marketing, je sais que je veux pas le même job toute ma vie et une carrière ficelée de mes 25 ans sortie des études jusqu'à mes 60 ans. Et je veux pas vous mentir, quoi. Et en fait, j'ose vous dire que je sais pas ce que je veux faire de ma vie, et c'est ok. Et donc, petit à petit, les transformations sont devenues visibles, et moi, je me suis apaisée avec la question, et je pense que tout ce qui s'est transformé, on va en parler finalement au cours de cette interview, quoi, parce que c'est toute ma vie finalement qui a... Je t'ai même pas posé la première question que je pose en général dans ce podcast. Ouais. Et là, je trouve qu'elle tombe bien. C'est que si je t'invite à une soirée aujourd'hui, ma soirée d'anniversaire avec mes potes que tu ne connais pas, je dis, bah voilà, il y a Victoria. Et puis bah, mes potes sont curieux, ils te demandent, ah, salut Victoria, bah, t'es qui, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui à une question comme ça? Je suis qui, je fais quoi? Ouais. Tu vois, c'est curieux que tu dises « je suis qui » avant « tu fais quoi ?» Parce que bien souvent, quand tu te présentes ou quand les gens veulent te connaître, ils te demandent « qu'est-ce que tu fais ?» Ils te disent pas qui tu es. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à me présenter en disant ce que je fais, parce que j'ai pas un seul métier. Ouais. J'ai pas qu'une seule casquette. Et quand les gens me demandent « mais c'est quoi ton métier ?» À chaque fois, je fais « oh là là !» Vraiment, j'ai la même réaction. Je fais « oh là là, ça va prendre 1 heure de vous expliquer !» Et donc, j'essaie toujours de plus mettre des adjectifs sur ce qui me caractérise. Donc, je dis que j'adore la vie. Je dis que je suis émerveillée par tout ce qui m'entoure, que je suis vraiment une amoureuse de l'existence et que j'ai à cœur de toujours sauter sur des occasions qui vont me pousser à sortir de ma zone de confort. Et je crois que cette sortie de zone de confort, c'est ce qui me caractérise le plus, parce que c'est dans ça que je tisse ma joie de vivre et mon enthousiasme. Et joie de vivre, enthousiasme, c'est vraiment au cœur de ma vie dans tout ce que je fais. Donc il y a cette soif de découverte, de mise à l'épreuve, mais pour aller chercher un petit peu le sel de l'existence. Et il y a cet amour de l'authentique et de la nature. Oui. Et ça, c'est vraiment en moi, puisque j'ai grandi dans la campagne, à Yassès, à côté de Bordeaux. Mes parents sont agriculteurs, enfin mon père particulièrement. Et en fait, j'ai vraiment ce lien à la nature qui est très présent en moi. Et je crois que tout ce que je fais aujourd'hui est directement rattaché à cet amour de la nature. C'est pour ça que j'ai autant envie de protéger la nature. C'est pour cet amour aussi de la vie que j'ai autant envie de mettre l'éveil des consciences au cœur de mes projets. Et donc, de qui je suis et de toutes ces valeurs en vient à expliquer le pourquoi de mes activités d'aujourd'hui. Donc, pourquoi je donne la parole à, un petit peu comme toi, à des personnes qui me fascinent aujourd'hui, qui sont émerveillées par la vie, pour transmettre cet émerveillement à un maximum de personnes. Pourquoi j'écris des livres? Parce qu'en fait, les mots, c'est un pouvoir mais immense de transformation et de réveiller des personnes. La bonne phrase écrite au bon moment, lue au bon moment, ça peut réellement transformer une vie. Pourquoi j'ai voulu réaliser un documentaire? C'est aussi une manière de transmettre quelque chose, mais par l'image. Et au final, aujourd'hui, toutes mes activités ont une même colonne vertébrale qui est celle de l'éveil des consciences pour mettre... l'optimisme et la joie au cœur de l'écologie, quoi, parce que c'est indispensable. Et on rappelle que tu as 25 ans seulement. Voilà, mais qu'est-ce que l'âge? Enfin, franchement, c'est impressionnant. Enfin, moi, je trouve que c'est impressionnant parce que tu as une maturité qui est vraiment là. Enfin, moi, c'est comme ça que je la ressens. Même quand on t'écoute parler. Alors, tu c'est pas ton look, c'est pas ton image, mais tu pourras avoir 50 ans et raconter ça, en fait. Il y a un recul sur la vie. Mais ton livre le démontre. Et ton livre, il commence par quelque chose de très, de très logique, mais qui pour moi est là, pareil, une évidence. Ouais. Tu commences par moi, en fait. Qui suis-je? Avant d'aller vers la société, le monde et la vie en général, tu commences par... il y a plusieurs petits chapitres. Et je crois que tu le dis, d'ailleurs, on parle d'entonnoir. Exactement, c'est ça. Et on part de soi.
Et tout ce passage-là, enfin, Ouais. de toute façon, tous les chapitres, moi, je les ai adorés. Mais ce passage-là, pareil, je me suis dit, bah oui, il y a tellement de choses. Et tout ce que tu dis là, moi, il y a quelque chose qui m'a fait... Sûrement parce que j'arrive pas à le ressentir totalement, et ça m'a touché. Tu dis les papillons dans le ventre. Ouais. C'est la façon que la vie a trouvée pour me parler quand je doute, pour me confirmer si je suis sur le bon chemin. Il y a une différence qui change tout dans une vie, le fait d'oser ou celui de rester sur le côté. Alors le fait d'oser, ça je connais, je pense que je maîtrise. Ton podcast s'appelle Oser by Nico, donc oui. C'est ma vie en général, Ouais. mais c'est vrai que c'est comme si des fois dans cet acharnement à oser, j'oubliais des fois où sont ces papillons, comment ils résonnent. Oui. Et pour s'autoriser à oser, il faut avoir en amont fait ce travail d'introspection, de recherche de soi, etc. Et en fait, c'est la base de tout. Et j'ai construit ce livre de la façon dont je me suis construite moi-même, au final. Et commencer à écrire en parlant de soi, c'est très inconfortable parce qu'il y a toutes ces questions de légitimité, de syndrome de l'imposteur qui apparaissent, mais en fait, qui je suis pour parler de moi et commencer mon livre comme ça. Et à la fois, c'est un travail que j'amène tout un chacun à faire. Et tu vois, quand on nous pousse dans des études dès le plus jeune âge à nous dire qu'est-ce que tu veux faire plus tard, à aucun moment on nous dit mais qui tu es toi ? Et explique-moi qui tu es, va creuser qui tu es. Ça, on nous le demande jamais avant de nous demander ce qu'on veut faire plus tard, alors que c'est indispensable en fait. Et on croit que c'est perdre du temps que de se poser ces questions-là, mais pas du tout. Et pourquoi on se les pose pas ? Je pense que c'est parce que c'est très inconfortable en fait. D'aller prendre ce temps avec soi, de calme, de repli, et d'oser affronter ces questions en pleine face, dans le silence, avec soi-même, de qui je suis. Et justement d'aller chercher ces papillons dans le ventre, de se dire à quel moment je sens qu'en moi ça vibre quoi, qu'il y a un truc qui se passe inexprimable, je sens que ça jaillit, que ça bout, et en fait c'est ça qu'il faut aller déterrer, c'est ça, c'est cette niaque en fait que tu sens au fond de toi qui crée des miracles et qui fait que tu vas tisser tes passions et donc être doué dans ces passions-là, parce que quand la vie elle est animée en toi, mais rien ne t'arrête en fait, et c'est là que t'es le meilleur et que t'impactes le plus largement la société. Et donc pour moi, c'est inévitable de fonctionner en entonnoir comme ça, de commencer par soi, pour après être à l'aise en société, enfin avec les autres, donc en société et donc avec le monde. Mais ce qu'on a l'habitude de faire dans nos vies, c'est tout l'inverse, c'est qu'on essaie de se perdre dans le monde pour trouver sa place en société, pour être accepté par les autres et pour combler nos besoins personnels. Donc on fait tout à l'envers. Et c'est pour ça qu'on n'est jamais rassasié et qu'on peut, on en parlait tout à l'heure, mais donc être tenté de dire oui à tout, de tout accepter, de faire, en espérant que peut-être qu'un jour, on mettra le doigt sur ce truc qui nous fait plaisir et qu'on sera comblé. Sauf que jamais on va se retourner à 40 ans en se disant « c'est bon, là j'ai assez de projets, là je suis assez comblée, là je... » Non, tu iras toujours chercher le plus, la reconnaissance auprès des autres, ce truc qui fait que. Ça, j'en parle beaucoup dans mon livre, ouais. le truc qui fait que. Mais dès que toi, enfin, au plus vite tu te dis, et tu vois, ça ramène cette notion de vitesse, mais au final, au plus vite, t'arrives à être bien avec toi et à te détacher du regard des autres et à te dire, mais qu'est-ce qui compte vraiment ? En fait, une fois que ces besoins primaires, ils sont comblés, le reste, c'est du plus. Mais tu cours beaucoup moins dans une accumulation de choses futiles et dans des faire et des dire qui, au final, t'éloignent de quitter, quoi. J'ai fait une cure cacao sacrée en début d'année. Ouais. Donc tous les jours, 21 jours de méditation tous les matins avec ce fameux cacao pur. Je sais pas si tu situes un peu le cacao sacré comme ça. Est-ce que c'est un peu comme les cacaos... cacao... Il y a une cérémonie cacao. Oui, c'est une cérémonie cacao. Ouais. C'est du cacao, si tu veux, qui n'a pas été transformé, qui vient directement d'Amérique du Sud. Mm-hmm. Et l'idée, c'est d'en prendre 20 à 30 grammes tous les jours avec une méditation de manière un peu cérémoniale. Le but, c'est de poser une intention, tu vois, quelque part. Et j'ai découvert à quel point, dans ma vie, je faisais beaucoup les choses pour une résultante. Oui. À savoir la reconnaissance, briller, le succès. Et que je prenais les choses à l'envers. Exactement ce que tu viens de dire. Qu'à un moment donné, moi... Ce qui ne fonctionnait plus, c'est que je n'étais plus dans la joie, qui fait partie de moi, intrinsèquement. Les fameux papillons dans le ventre. Voilà. Et que j'avais perdu cette joie-là, et que du coup, j'allais essayer de combler tout ça
par l'extérieur. Oui, complètement. Et c'est une vraie déconstruction ces derniers temps, de me retrouver comme ça, tu vois. C'est pour ça que je suis impressionné par ton âge, parce que je me dis, putain, j'ai loupé quelque chose quelque part dans... Alors, j'ai fait autre chose, mais là, aujourd'hui, je reconnecte à ce soi. Mais la joie, c'est vraiment la plus belle boussole de vie. Franchement, la joie, c'est celle qui dicte tout. Dès lors que tu perds la joie, c'est qu'il y a un problème. Tu vois. Et les enfants, moi, je pense toujours à cet état d'enfant, en fait. Quand on est petit, on est émerveillé par la vie. On est en perpétuelle harmonie avec cette joie. Et c'est pour ça qu'on aime autant la vie et qu'on est dans l'instant présent quand on est petit. Et qu'on ose faire des choses. On a beaucoup moins peur que quand on est adulte, petit. Ouais. Parce qu'on a cette joie. Et c'est pour ça aussi que j'ai à cœur de mettre cette joie au cœur de la cause écologique, parce que pour moi c'est ça qui sauve le monde, la joie. Si les gens sont heureux, si les gens sont joyeux, ils sont beaucoup moins aigris, ils sont beaucoup moins dans la colère, et c'est là qu'il y a des belles idées qui fusent, et c'est là qu'on embrasse le monde et qu'on crée des cohésions, et que la vie est tellement plus belle, quoi. T'as le sentiment, toi, d'être dans la joie tous les jours, d'être connecté à ce sentiment-là? Je m'assure de connecter à elle tous les matins en méditant. Quand je me réveille, donc je fais toujours 10 petites minutes de yoga, 10 minutes de méditation avant de rallumer mon téléphone et de rentrer un petit peu dans le quotidien. Et donc ça, c'est vraiment une façon de me dire, ok, là, qu'est-ce qui va te mettre en joie aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu te sens, etc. J'ai le sentiment d'aimer vraiment la vie tous les jours, quoi. Enfin, je suis tout le temps... je suis une enfant, hein, franchement. Après, je suis aussi humaine. Donc il y a des jours de moins bien, il y a des jours où je suis triste, et c'est ok aussi. J'apprends à trouver de la joie dans cette tristesse, alors qu'avant je voulais pas la voir. Quand je me sentais triste, j'étais dure avec moi-même en me disant mais non. Et j'ai d'ailleurs un chapitre là-dessus sur mes émotions dans le livre. Je me disais mais non, t'as pas le droit d'être triste, quoi. Et puis les gens m'associent aussi à cette joie de vivre, donc presque je me l'autorisais pas. Je me disais les gens ils disent que Victoria est toujours heureuse, donc il faut que je sois heureuse. Qu'est-ce qui te rend triste? La vie qui challenge, quoi. Je reste humaine, et donc j'ai aussi mes hauts et mes bas, j'ai des changements émotionnels, il y a les hormones, il y a mon cycle féminin, il y a des déceptions, il y a... je peux pas refuser le fait que j'ai aussi des attentes de personnes, de la société. C'est très difficile d'avoir zéro attente dans la vie. Tu vois, j'ai pas la pleine sagesse d'un moine bouddhiste qui... Voilà, et donc... forcément, je suis attachée à des personnes qui parfois me déçoivent, j'attends parfois des projets qui au final n'aboutissent pas, t'as plein de choses, la vie elle est constamment en train de te titiller en fait, et de jouer avec toi, et donc il y a la tristesse inévitablement qui parfois arrive, tu vois, dire des au revoir, moi je m'attache énormément à tout. Donc là, pendant ces 6 mois, j'ai été triste plein de fois, de dire bonjour, de dire au revoir, c'est triste, mais c'est beau, j'apprends vraiment à aimer la tristesse, quoi. On va en parler de ce gros voyage où tu viens de rentrer. Tu avais terminé ton livre d'ailleurs juste avant. Oui. Mais juste, j'aimerais bien savoir comment tu arrives à gérer ta tristesse. Quand tu as ces ressentis, tu dis je trouve de la joie même dans ma tristesse. Ouais. C'est-à-dire Justement, j'essaie pas de la gérer. Tu vois, je l'accueille. En fait, je la note. Je me dis, là, tu te sens bizarre, quoi. Et plutôt que de fuir ces émotions, je sais pas, en mangeant compulsivement, en prenant mon téléphone, en comblant mon vide, en comblant le temps, en allant prendre un verre avec des potes. Je me dis, là, tu te sens bizarre, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben ouais, là, en fait, tu te sens triste. Pourquoi tu te sens triste? Bah, tu viens de dire au revoir à telle personne. Et ouais, en fait, t'as le droit d'être triste d'avoir dit au revoir à cette personne, quoi. Et juste ça fait passer la tristesse. Tu vois, ça la rend beaucoup plus douce. Et puis, je sais que je me rappelle toujours, tout passe. Tout passe dans la vie, tu vois. Et là, je me sens triste, bah demain, je serai heureuse. Et puis peut-être qu'après-demain, je serai pas heureuse, mais c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Je me dis que la vie est un cycle et que j'accueille tout, quoi. C'est Vipassana. C'est à Nietzsche, c'est ce qu'il a appris dans cette impermanence de la vie. J'ai pas fait Vipassana. Tu l'as fait, toi? Non, mais je sais que tu veux le faire, que c'est sur ta bucket list. Un point commun encore à ce niveau-là. On va aller faire Vipassana ensemble. Et j'ai pas relevé quand tu as parlé de l'univers. Hein. C'est un truc... mes parents, la dernière fois, à Noël dernier, j'ai commencé à leur expliquer que je ne comprenais pas le monde, qui est des planètes, qui est la lune, qui est le soleil, que tout tourne. Et ils me regardent, mais pourquoi tu te poses ces questions-là? Bah, je sais pas, c'est bizarre, on est des petits gens sur une planète. Et c'était marrant quand tu me parlais. Mais moi, je me demande comment tout le monde ne se pose pas cette question. Je me dis, mais c'est quand même l'histoire de la vie, enfin, pourquoi on est là, tu vois?
Et on croit qu'on est roi du monde, qu'on domine tout, qu'on est au centre de l'univers, mais on aimait ça. Mais même pas ça. On est rien, on est tellement insignifiant. Et je comprends pas pourquoi cette question n'obstine pas tout le monde, quoi. Voilà, c'est tout. Je réfléchis en même temps, mais oui. Parce que ma mère m'a dit pourquoi tu te poses ces questions-là presque. C'est pas le sujet, quoi. La vie, c'est. Maintenant qu'on. Pourquoi aller chercher des complications alors qu'il y a assez de complications au quotidien ? Ouais, c'est ça. Presque on te dit t'es bizarre de te poser ces questions. Tu vois ? Tu le ressens comme ça aussi ? Oui. Moi, vraiment, j'avais l'impression parfois d'être chelou. Qu'on me dise, mais t'es pas normal. Enfin, genre, arrête de te poser toutes ces questions. Suis ton chemin, fais ta vie comme tout le monde fait sa vie et c'est tout. Toi, j'ai quand même une explication avec ta numérologie. Ah oui, non, mais parce qu'il m'a fait ma numérologie, non mais... Puisque je sais que, du coup, je t'avais demandé ta date de naissance, t'avais déjà l'information, en tout cas, que t'avais du 7. Mais c'est même pas que t'as du 7, c'est que ton chemin de vie est un 7, mais t'as aussi un autre 7 très proche dans les instructions de numérologie, si tu veux. Donc un double 7, je me suis dit, mais ce livre, c'est évident que tu te questionnes. Parce que le 7, c'est le grand-père dans l'archétype, le sage. C'est le cérébral qui se pose plein de questions, c'est celui qui se questionne, qui réfléchit à la vie, qui a besoin de comprendre, qui a besoin de méditer sur les choses. C'est vraiment la personne qui est constamment en train d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. Et souvent le 7 peut se sentir incompris, extraterrestre et en décalage, parce que ces questionnements, les autres ne vont pas aussi loin dans ces questionnements-là. Ah mais j'ai envie de pleurer quand tu me dis ça. Mais c'est vraiment ça. Enfin, tellement longtemps, je me suis sentie extraterrestre, comme tu dis, tu vois. Me dire, mais j'ai l'impression que je ressens des trucs que je suis la seule à ressentir et de me poser des questions que personne ne se pose. Et c'est dur parce que tu te sens seule, quoi. Enfin, tu vois, surtout au retour de ce voyage en Inde, où en fait, j'ai osé pour la première fois de ma vie embrasser ces questions. Et je me suis autorisée à me les poser pour de vrai. Et donc, je me sentais en perpétuel décalage avec les jeunes de mon âge. J'étais en école de commerce, en amphi, et j'étais là, mais je m'ennuie en fait. Et là, ce qu'on nous apprend, ça m'intéresse plus. Pour moi, c'est pas ça la vie, et je veux plus faire semblant. Et à la fois, tu te dis, mais du coup, tu fais quoi ? Et puis, on m'a dit que la vie, c'était ça. Et donc, faut que je suive aussi le flow que tout le monde suit, et que je laisse ces questions de côté. Mais ces questions, elles tapaient trop fort. Donc, vraiment, il y a des moments, j'avais envie de m'arracher le cerveau en me disant, mais je fais quoi ? Est-ce que j'ose suivre mon chemin qui est hyper incertain, qui est flou, je sais pas où j'avance, et je suis ces questions-là, et tant pis pour le regard des autres, et tant pis si les gens comprennent pas ? Ou est-ce que le chemin le chemin le plus simple, qui est celui de je laisse ces questions de côté, en fait je fais comme tout le monde et je tais un petit peu cette voix intérieure et ces questions pour juste suivre le flow, pas déranger, ne pas faire de vagues, et tout sera beaucoup plus simple. Et j'étais tentée de faire ça, c'est hyper alléchant, c'est tellement plus simple. Et j'étais vraiment tout le temps dans cet entre-deux, tiraillée en mode « Ah, puis il faut aussi que je sorte en boîte de nuit parce qu'on m'a dit que j'étais jeune, et c'est ce qu'il faut faire quand t'es jeune, faut aller rencontrer des gens, faut s'insérer en société, faut montrer que t'es là. » Et à la fois, moi j'étais là, mais j'ai pas envie de sortir en fait. J'ai juste envie d'être avec ma petite tisane, lire des livres, écrire, avoir des discussions avec des personnes plus âgées qui m'apprennent leur vie. Et c'est ça que j'avais envie de faire. Et à la fois, je me disais, mais les gens, ils vont encore dire que je suis bizarre, que je suis une ovni si je leur dis que je fais ça. Et j'ai pas envie. Tu vois, et c'est vraiment, ça a été pendant des années, ça a été l'ambivalence de ma vie, de me dire sur quel pied je danse, quoi. Ambivalence que tu as su bien gérer, puisqu'avec tous les projets que tu as pu mettre aujourd'hui, que tu as fait et clore, là, c'est finalement tous ces questionnements que tu as mis au service du monde, quelque part. Et t'as bien fait parce que, encore une fois, moi je m'appuie beaucoup sur la numérologie et je ne veux pas non plus que la numérologie mette les gens dans des cases, tu vois, sortir des cases pour entrer dans d'autres, bon, à quoi bon ? Mais si ça peut aider et aller sur une invitation à se comprendre davantage, moi je suis pour. Si c'est aidant, autant le faire. Et en fait, quand je vois un double 7 comme toi, je me dis de toute façon, t'avais pas le choix parce que, encore une fois, il y a des gens qui se posent des questions. Je dis souvent, parce que souvent, tu sais, on me dit en numérologie, oui, mais... moi aussi, je me pose des questions. Oui, mais il y a une différence entre je me pose des questions et
je vais boire des verres et je vis ma vie, et toi où ça devient, c'est viscéral. Ouais. Et la numérologie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que des 7, des gens peuvent se dire ah bah oui, moi aussi je me pose des questions. Oui, mais la différence avec toi en l'occurrence, c'est que c'est viscéral. Ah oui. Et du coup, ça se voit dans ton livre. On a vraiment ce truc où effectivement, tu as 25 ans, mais tu pourrais en avoir 50 et avoir écrit le même livre. Et... Mais c'est viscéral, t'as mis le mot dessus. En fait, ces questions, au bout d'un moment, je me posais plus la question de s'il fallait que je me pose ces questions ou pas. J'avais plus le choix, ça s'est imposé à moi. Comme je disais que un destin s'impose. En fait, un jour, je me suis dit, c'est mon destin. Et arrête d'essayer de lutter contre quoi. Tu vois, abandonne-toi au truc. Et c'est comme si j'avais plus le choix à un moment. Le destin m'a dit, en fait, tais-toi. Nous, on a un plan pour toi et tu suis ce plan, quoi. Et tu vois pas encore ce plan-là, mais t'inquiète, genre, on est là, il y a l'univers qui est au-dessus de toi et qui va te guider. Et il y a quelque chose de très spirituel derrière ça, en fait. Mais qui est, encore une fois, très inconfortable. Et je reconnais qu'il faut du courage pour oser s'abandonner à ça. Parce qu'il faut toujours que tu justifies aux autres ce que toi-même, tu ne peux pas justifier. Et c'est des remises en question perpétuelles, c'est des doutes, c'est apprendre à vivre avec l'inconnu et l'incertitude. Mais la vie est tellement plus riche quand tu t'autorises cet inconnu. Franchement, c'est là que tu as des surprises tous les jours. C'est là que tu te dis, mais yes, quoi. Et que les pions, petit à petit, s'emboîtent. Et comme quand tu le crées, quand tu décides d'envoyer un message à un inconnu pour dire, bah, tiens, tu veux pas aller au bout du monde, voilà. Faire je ne sais quoi, puisqu'au début, c'était pas tout à fait précis. Non. Le projet a évolué. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé, du coup, pour que tu partes comme ça à l'inconnu il y a quelques mois? Écoute, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était à peu près la même... C'est les papillons? Ouais, c'est les papillons. C'était la même intuition que celle que j'ai eue pour aller en Inde, en fait. Que celle que j'ai eue pour lancer mon podcast. Que celle que j'ai eue pour écrire. Et pour me dire, je suis légitime à écrire. C'est la même intuition que tout. En fait, un matin, je me suis dit, mais j'ai envie d'aller manger le monde, quoi. J'ai envie de prendre mon sac à dos et de partir. Et comme j'avais cette conscience écologique quand même très ancrée en moi, je me suis dit, je veux pas prendre l'avion. Et donc, je vais faire un tour du monde. Au début, j'étais partie pour faire le tour du monde, sans avion, après mes études. Et j'avais vraiment cette envie très, 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 très prononcée de retourner en Inde. Donc petit à petit, mois après mois, le chemin se faisait dans ma tête de « Ok, je vais retourner en Inde, puis je prendrai pas l'avion, je vais partir en sac à dos. » Et puis, un an après, je me disais bah, « Tiens, pourquoi pas… » Toujours ce besoin de transmission, tu sais. Je me suis dit « Pourquoi pas transmettre ça ?» Et donc filmer. Bon, bah, pourquoi pas faire un film ? Et là, tu sais, moi, il y a pas grand-chose qui m'arrête. Je me suis dit bah, « Tu sais pas faire de film, mais bah, tu vas apprendre. Allez, bah go, tu pars, tu vas faire un film. » Au début, je voulais partir seule, puis après, je me suis dit, non, attends, tu vas pas porter ça toute seule sur tes épaules, ça va quand même être lourd. Ah bah tiens, avec qui partir ? Pourquoi pas Johan ? Et je sais pas, je l'explique pas. Je l'avais jamais vu, ce garçon de ma vie. On s'était échangé 3-4 messages sur Instagram parce que c'est un jeune très engagé sur les réseaux sociaux et on a quand même un petit cercle de jeunes qui s'engagent où au final, tu sais, c'est un petit univers, on se connaît un peu entre nous et donc... Voilà, je voyais de loin qui était Johan, mais jamais on s'était rencontrés. Et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, bon, tu vas me prendre pour une folle, mais je me cache plus que je suis un peu folle sur les bords, donc c'est pas grave. Est-ce que tu veux venir en Inde avec moi sans prendre l'avion ? Il faut croire qu'il était aussi fou que moi. Il m'a dit, ben, on part quand ? Faut juste qu'on trouve une date de départ parce que j'ai encore une année d'études et donc je suis pas dispo avant septembre 2023. Donc on a attendu septembre 2023 pour partir, ce qui nous a laissé 1 an de préparation en amont, apprendre à tenir une caméra entre les mains. Pour préparer un documentaire voilà. Sur le manque d'eau. Les enjeux de l'eau dans le monde. Les enjeux de l'eau dans le monde. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était notre colonne vertébrale, ce qui a un peu donné une raison de notre départ, mais au final, là, on se rend compte que ça va être un sujet parmi le documentaire, l'eau. Mais ça va pas être que ça. Et là, c'est toute une nouvelle aventure qui s'offre à nous, puisqu'on commence le montage du documentaire. On est rentré il y a 3 semaines. Et en fait, on ne sait toujours pas à quoi il va ressembler ce documentaire. Il va se faire au fil des mois de montage. Et oui, il y a l'eau, mais oui, il y a aussi tout le reste. Tout ce qu'on a vécu, tout ce qui s'est transformé en nous au cours de ce voyage. Justement, toi, parce que c'est vrai que rien que parler de ce voyage, je pense qu'on pourrait en avoir pour 3 heures. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a impacté dans ce voyage ? Là, t'étais revenu il y a
pas longtemps, il y a un mois. Ouais, à peine un mois. Il y Ouais. a à peine un mois où t'es parti en Inde sans avion. Alors, on a essayé sans avion. On est descendu jusqu'à Oman sans avion. Ouais. Et arrivé à Oman, on espérait pouvoir trouver un bateau cargo qui nous fasse traverser la mer d'Arabie jusqu'à Mumbai en Inde. Et là, vraiment, on a fait un remue-ménage pas possible et on n'a pas réussi à trouver un bateau cargo. Ça a été très inconfortable pour moi parce que j'avais l'impression de trahir toutes celles et ceux qui nous suivaient depuis le début. Des milliers de personnes à qui on disait on va rejoindre l'Inde sans avion. Et tu vois, c'est marqué dans l'esprit des gens. C'est-à-dire, ils rejoignent l'Inde sans avion. Et là, à ce dernier stop, il restait une mer. On avait réussi à descendre jusqu'à Oman sans prendre l'avion. Et là, on était forcés. Il n'y avait pas de... J'ai toujours eu l'habitude de transformer les noms en oui. Et là, c'était un non qui restait un non. Et on ne pouvait pas y déroger. Et moi, ça a été très compliqué de me confronter à ce non et d'accepter qu'il n'y avait pas d'autre choix possible que de prendre cet avion. J'avais l'impression d'être freinée dans mes libertés, de trahir mes convictions, de trahir celles et ceux qui nous suivaient. Et à la fois, j'ai beaucoup appris dans la nuance et dans les pas de côté, dans l'engagement, qui sont indispensables si on veut tenir sur la durée. Donc, on a pris cet avion entre Oman et l'Inde. On a passé 1 mois et demi en Inde. Et après, notre grande surprise, on a réussi à rentrer en France sans avion. Là où, au moment de notre départ de France, on pensait sincèrement que depuis l'Inde, après, on allait rentrer avec un avion. Comme quoi tu vois, la vie nous a surpris jusqu'au bout. Donc, depuis l'Inde, on a réussi à rentrer sans avion, ouais. Qu'est-ce que t'as appris le plus dans ce voyage ? En quoi t'es revenu du coup transformé à nouveau ? Tout s'est transformé, je crois qu'à l'image de ce qui a été transformé en moi à la suite du premier voyage en Inde, ça s'est fait sur le long terme. Et donc là, je suis incapable de t'énumérer tout ce qui s'est transformé puisque je ne le sais pas encore. Tu te sens nouvelle ? Oui, je le sens. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se sont apaisées en moi, qu'il y a eu des déclics qui se sont créés. Mais je pense que leurs manifestations dans le réel, elles vont se voir sur le long terme, en fait, tu vois. Dans 5 ans, je vais certainement lancer un projet que je ne sais pas encore et qui, au final, je vais dire « Ah, mais en fait, ça, c'était tiré de ce voyage. » Et je ne le sais pas, tu vois. Après, dans les grandes lignes, il y a des choses que je peux te partager aujourd'hui qui m'ont vraiment marqué. C'est le lâcher-prise, en fait. Je crois que pour la première fois de ma vie, je me suis autorisée à lâcher prise parce que je suis beaucoup dans le contrôle dans tout ce que je fais. Et je voyais qu'au début de ce voyage, j'essayais de contrôler les choses. J'essayais que tout soit bien dans des fichiers Excel et pour être sûre que dans une semaine, on allait être chez telle personne pour dormir dans tel lit, pour faire tel tournage et qu'on ait pris tel train à telle heure. Mais c'est impossible. Comment on accepte ? Comment on accède ? Même pas on accepte. Comment on accède au lâcher-prise, selon toi ? Comment t'as fait ? Je sais pas, il y a un jour, en fait, où je me suis dit, écoute, Victoria, là, t'as 6 mois comme ça, sur la route. Et c'est soit tu t'abandonnes à l'inconnu et à ce que la vie a prévu pour toi de ce voyage, soit tu vas vivre un enfer, en fait. Et tu vas toujours vivre à côté de ce que l'aventure a prévu pour toi. Et à vouloir toujours contrôler les choses, tu vas t'empêcher que l'aventure émerge et que tes envies fleurissent et que les bonnes rencontres arrivent au bon moment. Tu vas empêcher la vie d'arriver, en fait, si tu contrôles trop les choses. Et ça m'a pris, je pense, à peu près 2 semaines, en fait. À la fin de l'Europe, où très vite, on a été mis face à l'inconnu et à l'inconfort, en étant bloqué, au final, en Turquie, où déjà, on avait prévu de prendre un bateau qu'on n'a pas pu prendre, où on a dû revenir en Grèce pour trouver un bateau qui nous amène jusqu'en Égypte, et ça, c'était pas prévu. Et là, d'avoir très vite été autant mise à l'épreuve, je me suis dit, ok Victoria, c'est soit tu t'abandonnes, soit cette aventure de 6 mois, elle va être très longue pour toi et tu vas la vivre dans la difficulté. Mais ça peut se mettre du coup dans la vie, en règle générale. Complètement. Soit on s'abandonne, soit on essaye de tout contrôler et la vie va devenir un enfer dans ce contrôle. C'est en ça que je te dis que j'ai ramené ça de ce voyage et que ça, c'est en tout cas une transformation intérieure que je suis sûre qui s'est opérée et que je vais essayer en tout cas de garder sur le long terme. Tu dis dans ton livre, à un moment donné, vivre avec le monde, il arrive alors qu'un simple changement de lieu altère le cours du temps et les émotions. T'as ressenti ça dans ton voyage à nouveau, que justement le temps, les émotions, tout pouvait bouger comme ça quand on est ailleurs ? Complètement. Ah ouais, mais fois 10 000. Parce qu'en fait, quand t'es pas dans une routine et que tu t'abandonnes vraiment à ce qui est en train de se passer sous tes yeux, parce que tout est nouveau. Quand tu arrives dans un nouveau pays, tu as tout à redécouvrir.
T'as plus aucun point de repère. Donc tes sens, ils sont en hyper éveil, un peu comme quand t'es enfant. Je reviens là-dessus, mais c'est ça. C'est des nouvelles odeurs, des nouvelles habitudes alimentaires, des nouveaux paysages, des nouvelles rencontres, un nouveau climat. Tout est nouveau. Et dans cette nouveauté, t'es obligé d'être dans l'instant présent, parce que ton cerveau, il est en perpétuelle adaptation à ce qui se passe. Tu vois, il essaie de comprendre il y a trop d'informations. Et donc, ça décuple le temps, en fait. D'être dans cet état d'hypervigilance, ça décuple le temps. Et sur une journée, t'as l'impression de vivre une semaine. Et c'est vrai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai à cœur, même en France au quotidien, de faire de chaque journée un émerveillement, des nouveautés, d'essayer de sortir de ma zone de confort, de rencontrer de nouvelles personnes, de prendre de nouvelles rues. Parce que c'est là que le temps, il prend une autre dimension, en fait. Et dès que tu tombes dans une routine, que tu sais parfaitement dans quelle boulangerie tu vas chaque matin, quel métro, à quelle heure, que tout est millimétré, donc tu prends le contrôle de ta vie, oui, mais au final, le temps, il passe beaucoup plus vite parce que tu sais ce qui va se passer. Et en tout cas, c'est très personnel ce que je dis, mais moi, c'est la façon que j'ai trouvé de ralentir le temps, de continuellement sortir de ma zone de confort et de ne pas tomber dans des routines. Tu sais que hier, j'en parlais encore à mon meilleur ami qui est très présent dans ma vie. Forcément, c'est mon meilleur ami. Qui médite le matin et qui fait que là, c'est celui chez qui on n'enregistre pas aujourd'hui. Exactement. Parce qu'il médite, c'est ça. Parce qu'il médite le soir et il sait pas avec ses méditations du soir, et vu qu'il fait alors, je vais dire des bêtises, il fait une sorte de cure cacao mais avec autre chose, avec une plante. Enfin bref, c'est pas de la drogue. Hein. Et du coup, le matin, il m'a dit, ça dépend des matins, je peux être plus tard. C'est la fleur de bac. Oui, il me semble que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, il me semble que c'est ça. On discutait hier et je lui disais, là, si je ne bouge pas, je vais me faire bouffer par mon canapé. Ouais. Ces derniers temps, je suis tellement dans une... L'année dernière, je me suis séparée après 9 ans de relation, après avoir rencontré un coup de foudre en Inde, qui a totalement changé ma vie, puisque ça m'a reconnecté à l'amour, et puis ça m'a fait me séparer après 9 ans de routine qui nous mangeait également. Et je me suis dit que ça allait être très simple. J'avais retrouvé l'amour, je savais que c'était possible, donc hop, bim, on rompt, tout va bien. Je m'entends très 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 bien avec mon ex, qui m'a encore envoyé un message ce matin pour me dire mais comment l'album de Beyoncé est nul. Et malheureusement, je suis un peu d'accord avec lui, mais on continue à s'écrire et j'avais pas imaginé, mais ce chaos, il ne passe pas. Il ne passe pas. Ça va faire 1 an que donc je suis partie en Inde, que j'ai rencontré cet Indien et que je suis rentrée, qu'on s'est séparés. Et là, j'ai terminé France 2, on est en pause saisonnière. Et je me dis, tu ne peux pas rester comme ça. Parce que ton canapé va te bouffer tant. Être assis dans mon canapé, le temps se transforme en je ne fais rien. Ouais, t'as une forme de léthargie qui arrive et qui t'enlise, quoi. Tu t'en rends presque plus compte, en fait. C'est un cercle vicieux qui... Et là, j'ai réalisé que moi, ce qui, peut-être un peu comme toi, ce qui réussit à me sortir de ça, c'est le voyage. Ouais. Je casse les routines, je casse les patterns. Et je m'émerveille à autre chose. Et après, on verra comment ça se passe. Mais je laisse la vie décider un peu pour moi. Hier soir, j'ai acheté mon billet pour la Colombie. Waouh! Tu pars quand? Dans 1 semaine. Ah oui? Ouais. Oh, ça aurait pu être pour demain. L'année dernière, j'ai fait la veille pour le lendemain quand je suis partie en Inde. Là, je pars dans 1 semaine pile. Et tu restes combien de temps là-bas? 35 jours. Ah ouais, comme ça, là, tu t'es dit, allez hop, je pars dans 1 semaine, 35 jours. Ah, énorme. Okay. Ça fait... C'est papillon dans le ventre. Pour la Colombie, ça fait 1 mois. Moi, je me pose des questions. Tous les gens me disent, savent très bien où je vais. Tous les gens savent que je vais en Amérique du Sud. Et tous les gens, tous mes amis savent que globalement, c'est quand même la Colombie. Pourquoi? J'en sais rien. Je sais pas trop. J'ai mis 3 heures à cliquer sur le bouton hier soir. J'arrivais pas. Et mon mental est là. Mais est-ce que t'es vraiment sûr que c'est le bon choix? Est-ce que t'irais pas plutôt au Brésil? Mais t'as vraiment vérifié la météo? Mais sinon, l'itinéraire. Et puis, mais sinon, ceci, tac, tac, tac. Et tu vas louper ça en France et machin. Et exactement. Alors que 35 jours dans une vie, c'est quoi? Et donc, j'ai cliqué. Ah ouais, génial, bravo. J'arrivais pas à dormir parce que j'étais excitée. Et ce matin, en me réveillant, j'ai commencé à avoir une montée d'angoisse. En mode, oh, qu'est-ce que t'as fait? Comme si j'avais bu trop d'alcool et que j'avais pris une décision. Et j'étais là, mais non,
mais t'aurais dû aller au Brésil. Donc ce matin, à 7h, je regardais les billets d'avion pour aller au Brésil, en mode, mais ça aurait peut-être été une meilleure opportunité. Comment le mental essaye de déjouer ce que tu as prévu? Ouais, c'est fou. Et de toujours te dire, non, c'est pas... En fait, quand t'as le choix, et j'ai fait un chapitre sur le choix. Ah bah voilà, bon, écoute, je te laisse... Allez, fais l'interview, fais-le... Non, mais tu dis effectivement, le problème quand on a le choix, c'est qu'on se demande toujours si on a fait le bon. Exactement, c'est ça en fait. Et aujourd'hui, on a tellement de choix dans notre société que tu as toujours l'impression de ne pas être au bon moment avec la bonne personne à faire la bonne chose, parce que tu as la possibilité aussi de faire deux. Et donc tu es là, ok, je suis en train de faire ça, mais je pourrais aussi faire ça. Ah putain, est-ce que j'aurais pas plutôt mieux fait de dire oui à ça du coup, parce que là, bah, je suis là, mais du coup je suis pas là, et t'es jamais vraiment pleinement dans ce que tu fais, parce que tu es en train de penser à ce que tu aurais pu faire. Et c'est un enfer. Ouais. Donc juste parfois, il faut se dire, ok, je tranche, c'est ça, je suis mon intuition, et ça sera ce choix-là, et c'est pas l'autre, et voilà. Et l'autre, ça aurait pu aussi être très bien, mais là, c'est ça. Et l'autre, ça sera peut-être pour une prochaine fois. C'est un boulot que je dois faire sur justement ce lâcher-prise. Il m'arrive de réserver 2 restos, parce que je ne sais pas auquel aller, donc j'en réserve 2, et je décide au dernier moment. C'est vrai? Ouais. Et tu fais ça souvent? Bah, pas souvent, mais ça m'est arrivé. Mon meilleur ami que je vois demain soir pour manger dans notre resto favori m'a dit je te laisse appeler pour réserver la table, parce qu'il sait que je demande toujours la table 6 pour être sûr qu'on ne change pas mes habitudes. Je suis quelqu'un qui arrive à oser des choses complètement surréalistes, un peu comme toi. Ça part de là, et puis on part en Inde, on part en Colombie, on crée un podcast, on fait ceci, on fait cela. On n'a qu'une vie, c'est parti. Mais il y a un contrôle qui peut être là et qui me bouffe. Et effectivement, c'est ce lâcher-prise, je pense que soit tu vis dans le contrôle et t'es bloqué dans ta vie, et ta vie va être compliquée, soit t'acceptes à un moment donné de te laisser aller. J'ai une question, c'est la question de Tata Jacqueline. C'est la question, c'est la question, c'est la question de Tata Jacqueline. Tata Jacqueline, si tu veux, des fois, en fait, elle est un peu dans elle est vraiment dans sa routine. Okay. Elle, tu vois, elle est assez carrée, elle a des croyances, etc. Des fois, des croyances qui sont même un peu... la vie, c'est comme si, il faut travailler, il faut un CDI, et puis elle travaille trop, et puis il y a ses enfants, et puis elle n'a pas le temps, tout ça. Classique. Mais quand je lui ai dit que je te recevais, c'est pas ça qu'elle m'a dit. Elle dit, elle est mignonne, cette petite. Attends, mais Tata Jacqueline, elle existe vraiment ? Je sais pas. Ok. C'est vraiment sa tata ou... Elle fait le tour du monde, elle a un podcast, elle écrit des livres, elle fait des conférences, bon, c'est super. Et elle m'a dit, mais c'est marrant, mais à 25 ans, il est où l'amour ? Il est où le couple ? Et elle m'a dit, mais quand on passe des semaines et des semaines en tête-à-tête avec un charmant Johan, est-ce que ça crée des liens ou pas ? Et non, puisque Johan est déjà pris. il a essayé d'avoir un petit, comment on appelle ça ? Un gossip, c'est ça qu'on appelle ? Non, Johan, c'est ma plus belle histoire d'amour pour le coup, parce qu'on n'est pas en couple et on ne sera jamais en couple. Johan a un copain, et à la fois c'est la personne qui prend le plus soin de moi aujourd'hui. Et tu vois, je me dis que l'amour a pas forcément besoin d'être un amour amoureux, tu vois. L'amour, il est partout. Et l'amour, il est dans une discussion, il est dans une barista qui te fait un cœur sur ton café, il est dans un sourire attrapé au coin du métro, il est dans ces 6 mois d'aventure partagés avec Johan. Et il est partout. Et du coup, je ressens presque pas le manque de quelqu'un, parce que je me sens comblée d'amour tout autour de moi, tu vois. Ça te manque pas ? J'ai fait tout un chapitre sur l'amour d'ailleurs. Oui, ce garçon aux yeux de terre. Voilà, aux yeux où on voit la terre dedans. On voit la terre. Oui. Après, je reste humaine et je suis une grande amoureuse, donc je tombe amoureuse de tout le monde tout le temps. Mais ça t'aide pas à t'ouvrir justement aux rencontres amoureuses à l'étranger ? Dis le mec qui a eu un coup de foudre en Inde. Tu vois, j'ai eu un coup de foudre en Inde aussi. Quand tu m'as dit ça, je me suis dit on a vraiment beaucoup de points en commun. Parce que 2 jours avant de partir d'Inde... Là, le dernier voyage ? Ouais. Okay. On fêtait l'anniversaire de Johan, du coup, et je sors jamais. Mais vraiment, tu sais, je bois pas d'alcool, je fais jamais la fête. Et là, on est sortis pour l'anniversaire de Johan.
Et vraiment, il y a eu cet Indien et mes coups de foudre, quoi. Ok. Bon, après, il est en couple, il habite en Inde, enfin, tu vois, pas de... Voilà. Mais mes coups de foudre de cet Indien, vraiment. Voilà. La vie est surprenante, des fois. La vie est surprenante. Mais pour répondre à ta question, non. Peut-être que ça me manque. Je pense que ça me manque et qu'on a tous besoin aussi d'une présence, tu vois, on est humain. Mais je suis dans un... Peut-être que je m'autorise pas, en fait, à vraiment tomber amoureuse et à faire la place pour quelqu'un, tu vois. C'est hyper personnel, hein, ce que je te partage, mais j'ai une vie qui est tellement movible, tu vois, je bouge tout le temps. Et j'ai tellement à cœur d'avoir aussi un espace pour moi que je suis très souvent dans le partage, tu vois, à partager, à transmettre, à rencontrer des personnes que quand j'ai du temps, j'ai envie d'être seule. Et à la fois... Il y a vraiment des moments où je sens que j'ai besoin d'une épaule sur laquelle me reposer, quoi. Et où je puisse être complètement vulnérable et dire « Ok, là, c'est dur. Là, j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Je me sens vidée. » Et d'avoir quelqu'un à qui, finalement, exprimer tout ce que je ressens, quoi. Mais j'ai Yoann pour ça, tu vois, maintenant. Enfin, t'as pas besoin forcément d'être en couple aussi pour avoir ce soutien. Donc non, je pense que la question de l'amour, c'est vrai que c'est une vraie question parce que quelque part, ça fait partie de la vie. Et comme tu dis, y a tant de Jacqueline qui dit « Mais attends, t'as 25 ans, alors tout ce que tu fais, c'est absolument fabuleux, mais il est où le copain ? Il faut y penser. Et la vie passe. Et il faut t'installer, et si, et ça. Et tu vois, ça fait partie de la vie, quoi. » T'as 25 ans après. Mais j'ai 25 ans. Et là, j'ai juste envie de bouffer le monde, en fait. Et je me dis, je crois vraiment à l'ordre des choses. Oui. Et je rencontrerai quelqu'un quand ça sera juste, ouais. Et la bonne personne quand ça sera juste. Et je crois vraiment pas que ce soit quelque chose qui se cherche. Et encore moins que ce soit une pièce dans notre puzzle. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vont aller chercher dans l'amour un petit peu ce truc qui ferait que, encore une fois, et qui viennent combler quelque chose en nous-mêmes. Et au final, c'est une fuite, tu vois. On va chercher dans l'amour que quelqu'un nous sauve, que quelqu'un nous dise qu'on est bien, que quelqu'un nous rassure, que quelqu'un vienne nous occuper. Mais c'est des relations, pour la plupart, qui sont déstabilisées quand on fonctionne comme ça, parce qu'on attend des choses de la personne. Donc, inévitablement, on est déçu. Inévitablement, on tombe dans une forme de relation qui est malsaine, puisqu'on va jalouser quelque chose. On va reprocher des choses, puisqu'on aura des attentes qui ne seront jamais complètement comblées. Et donc, il y a une forme de dépendance quand on est comme ça. Alors que si t'es d'abord tellement toi bien avec toi-même que la personne qui arrivera dans ta vie, c'est la cerise sur ton gâteau et sur ton puzzle. Enfin, on met pas de cerise sur de puzzle, mais t'as compris, genre le vernis sur le puzzle et la cerise sur le gâteau. Donc, c'est pas une part du gâteau ni une pièce du puzzle, mais vraiment le truc en plus qui vient vernir le décor de ta vie. Et moi, je vois l'amour comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que j'en ai fait tout un chapitre sur ma vie, sur mon livre, parce que je pense que dans la vie, il y a vraiment, encore une fois, un vrai travail à faire sur soi, surtout quand on est jeune, avant de vraiment mettre quelqu'un dans sa vie, quoi. Tu vois. Et de pas attendre que l'amour nous sauve, mais d'essayer déjà de se sauver soi-même. Ça crée des relations beaucoup plus saines et durables, je pense. Après, je suis personne pour parler d'amour et c'est la façon dont moi je perçois la question, mais c'est tellement inexplicable, l'amour. Je crois que tout comme l'univers, en fait, ça nous dépasse. Les étoiles, pourquoi on est là. L'amour, c'est pareil. Personne n'a des réponses sur ça et on revient tous un enfant quand on retombe amoureux. Tu peux avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans, tu retombes amoureux, t'es un gosse, tu vois, qui découvre la vie. Et t'as des papillons dans le ventre et tu sais pas comment gérer ça et tu penses à ça tout le temps et c'est trop beau. Enfin, c'est vraiment... c'est beau de ressentir des choses pour quelqu'un, vraiment. C'est ce qui me manque le plus en ce moment, oui. Justement. Et j'ai conscience que je dois pas combler ce vide en allant trouver une mauvaise personne. Et ce voyage en Colombie, tu vois, pour moi, c'est ma manière de me recentrer. Ouais. Parce que je pars seule, que là, clairement, la solitude, je vais l'accueillir, l'embrasser, puisqu'il n'y aura pas mes amis ou mon quotidien pour me sauver quelque part. Et je prévois également une retraite silencieuse. Non, mais d'une semaine. Okay. Silence, méditation, un peu de yoga aussi. Et potentiellement
ajouter à ça, c'est pas validé encore, mais 3 jours d'ayahuasca. Waouh! Ah ouais! Aussi, histoire d'aller voir les démons, d'aller... Ça a l'air, allez, on ça a y l'air va. dur, ça. Hein. Et hier, j'ai tiré 3 cartes. Ouais. Et c'était drôle parce que j'ai trouvé les cartes étaient très justes. Ok. Mais les cartes n'étaient pas forcément ça va être le feu d'artifice. Il y avait le côté introspection et isolation qui est ressorti. Mhm. Et il y avait une image de puzzle, l'achèvement, c'est un peu violent. Bref, mais cette idée que transformation de ce puzzle qui se termine pour renaître. Et c'est pareil, des fois, j'en tire pas tout le temps des cartes, mais je suis toujours étonnée, tu vois, des résultats. Et c'est un oracle ou un Ouais, c'est un tarot? oracle. Ok. Ouais. Ouais. Et je trouve ça Je le fais pour chaque pleine lune et nouvelle lune. Ouais. Et parfois, quand je sens que c'est un petit peu flou, que j'ai besoin d'une guidance, j'en tire une aussi. Mais toujours pleine lune et nouvelle lune, j'ai mes petits rituels. C'est bluffant. Franchement, à chaque fois, c'est bluffant. Mais Ouais. vraiment. Pareil, ça s'explique pas, ça. C'est Ouais. comme l'amour, c'est comme le monde. Il y a des choses bizarres. Mhm. T'es heureuse, toi, aujourd'hui? Tellement épanouie. Franchement, tellement épanouie, quoi. Mais c'est fou. Ça se parce- ressent. Bah, c'est ça, vrai. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah, bah c'est voilà. J'ai C'est- même pas tu besoin de sais- le dire. C'est un peu pour. C'est vrai que la question, elle est un peu bête parce que je le sais. Enfin, je le ressens. Donc, bon, tu me le confirmes. Mais c'était aussi cette question par rapport au couple parce que c'est comme si je me posais la question. Enfin, comment ça se fait que t'aies pas rencontré l'homme idéal parce que t'es belle, parce que Oh, t'es c'est gentil, intelligente, parce que t'es sensible. Mais Parce que, tu vois. T'as vu, ça me gêne. Je sais pas recevoir les compliments, c'est fou, hein. Ouais. Là, j'ai envie de te dire, mais non, je suis pas belle, mais non, je suis pas intelligente, mais non, tu vois, c'est fou. Ouais, mais bon, bah, en tout cas, moi, je le pense. et c'est vrai que je me suis posé. C'est comme si pour toi, je me dis, mais ça doit être tellement simple de vivre le couple ou de rencontrer l'homme idéal. Et non, Tu vois, c'est pas si simple que ça. Les projections qu'on a sur les autres. Hein, Ouais, non, c'est sûr, hein, c'est vrai. Après, bah, c'est la vie, encore une fois, tu vois. Je pense que il y a des chemins et il y a des cycles de vie, des périodes de vie. Et quand ça doit arriver, ça arrive. Quand ça n'arrive pas, c'est que ça n'arrive pas, tu vois. Mais avant, je cherchais beaucoup l'amour, tu vois. J'avais besoin de ça. Mais c'était pas forcément des relations saines. C'était une fuite parce que moi, j'étais pas aussi épanouie dans ma vie, en fait. J'étais pas aussi ancrée dans mes projets. Je m'autorisais pas autant à être qui je suis, et donc je fuyais dans les bras de quelqu'un d'autre, mais dans toute autre chose aussi, parce que on parle d'amour, mais on fuit nos vies aussi dans l'achat compulsif, quoi, tu vois. Aujourd'hui, j'achète plus rien de neuf. Avant, j'adorais faire les magasins, j'adorais sortir en boîte de nuit, je pensais adorer, mais c'était des fuites, tu vois. Mais tu le dis dans le livre, c'est quelque chose qui m'a vachement touchée aussi. Enfin, en même temps, t'as vu tous les... Je pourrais... là, j'ai fait un résumé sur ma petite feuille, mais je pourrais tellement dire de choses. Et j'ai littéralement l'impression que t'as mis des post-it à chaque page, tellement il y en a. Beaucoup de pages. L'essentiel, mamie. Moins d'amis, plus de vrais amis. Moins d'habits, plus de livres. Rien de neuf, plus de valeur. Dénicher les vieilles pièces cousues, main, dans les brocantes, coudre moi-même mes jupes, avec toi, du bonheur brut. C'est beau, hein. La sobriété. Non, mais c'est vrai, la sobriété me rend plus riche, sereine et libre. Ouais, clairement. Et Ah oui, je me sens beaucoup plus apaisée depuis que je vis dans la sobriété et que je l'incarne au quotidien. Et je suis heureuse que ça se ressente, justement, parce que je pense qu'il n'y a pas meilleur levier de... Il n'y a pas plus belle parole que d'incarner ce qu'on dit, en fait. Et tu vois, dans ce mouvement militantisme, écologique, etc., il y a beaucoup de personnes qui clivent, qui disent il faut faire, il faut arrêter, qui sont dans la colère, dans les injonctions, et je trouve que ça embarque pas les gens, en fait. Ça bouscule, mais sur le long terme, c'est pas forcément le plus salvateur, et à la fois individuellement, bah, ça nous mine, en fait, d'être dans la colère et d'être dans le il faut que truc. Et à la fois, ça rend pas la cause enviable et joyeuse et attrayante sur le long terme. Alors que quand vraiment on dit ouais, il faut être sobre, il faut limiter ses consommations et trucs et machin, mais quand vraiment on le fait, en fait, qui le fait vraiment, tu vois? Il y a très peu de personnes. Et quand vraiment on le fait et qu'on en ressent les bienfaits personnels et que d'autres personnes voient que toi tu en tires des bienfaits personnels, en fait, de eux-mêmes, ils viennent te voir en te disant
comment ça se fait que t'es si apaisée? Comment ça se fait que t'es si heureuse? Qu'est-ce qui fait que... Je dis, mais les gars, c'est la sobriété, en fait. Enfin, quand on arrête de tout le temps se fuir, quand on arrête de vouloir tout le temps acheter, faire et trucs et machin, et croire que cette croissance perpétuelle, ça va nous apporter un jour le Graal, quand tu te détaches de tout ça et quand vraiment tu le manifestes dans ta vie au quotidien, mais genre la vie est magique, quoi. Et donc là, t'intrigues les gens. Ils se disent, ok, comment tu fais? Et c'est là qu'en fait, tu as le plus d'impact et que tu entraînes le plus de personnes dans cette danse joyeuse et que tu fais de l'écologie une danse joyeuse. Et moi, c'est ça mon message fort que j'incarne et que j'ai envie de prôner au monde. C'est remettre vraiment de la joie, de l'émerveillement, de la sobriété au cœur de nos vies, quoi. C'est ça qui nous sauvera, mais réellement. Franchement, je suis sérieuse quand je dis ça. Bah, je l'entends, clairement. Vraiment. On arrive à la fin de l'épisode et j'ai une dernière question, la question signature. Ouais. En plus de la question de Tata Jacqueline. Ouais, une question signature sacrée aussi. Tata Jacqueline, hein, punaise. C'est qu'est-ce que t'as osé de plus grand dans ta vie? T'as osé, t'as osé, t'as osé. Mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? C'est vrai que j'ai osé quand même beaucoup de choses, hein. Mais là, dernièrement, partir pour ces 6 mois d'aventure, c'était mon plus gros saut dans le vide. Franchement, je reconnais qu'il en fallait sous la pédale pour oser faire ça quand même, parce que c'était pas évident. C'était beaucoup de travail en amont, c'était vertigineux, et j'avais 1001 raisons d'avoir peur de rester dans mon lit, quoi. Et je l'ai fait. Donc là, jusqu'à aujourd'hui, je te dirais ça. Cette aventure Shimla avec Johan, c'était mon plus gros j'ose jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que finalement, on ne revient pas au papillon dans le ventre qui dirige tes actions et tes envies, et que plutôt que de les faire taire, ces papillons, bah, les laisser s'envoler, et du coup, bah, en les laissant s'envoler, tu t'envoles avec eux, quelque part. Ouais. Non, mais t'as tout dit. Je me suis dit, en fait, je sens que ça m'appelle, il faut que je la fasse, cette aventure, c'est tout. Et encore une fois, c'était viscéral, j'avais pas le choix, il fallait que je parte, c'était comme ça. Inexplicable, mais il fallait partir. C'était sur mon chemin de vie, quoi. Et voilà. Je pense que j'ai adoré cet échange avec toi. Ça pourrait durer des heures et des heures et des heures, et je sais qu'on a un peu dépassé le temps. On a combien de temps là on a fait 1h10. Ah ouais. Ouais. Oh, punaise, ok. Ah ouais, déjà, mais c'est vrai qu'avec toi, je pense que ça pourrait... Il y a tellement de sujets, tellement de choses. Pour moi, t'es la vie. Tu es la vie. De cette vie que l'on croque, de cette vie que l'on ose, des papillons qui s'envolent, de cet alignement personnel. Et donc t'écouter, c'est presque une leçon de vie sur comment on peut, tout à chacun, se recentrer sur qui on est. Pas te copier, ni copier le voisin, mais juste se recentrer soi, sur son propre alignement. Et tu inspires ça. Et je sais que ça te tient à cœur, justement, que tes mots, que tes phrases, que tes projets résonnent pour les autres. En tout cas, je pense qu'il va résonner pour pas mal de personnes. J'espère. Et il résonne déjà pour moi, donc au moins, c'est déjà réussi. Mais parce que c'est justement ça, en fait. Il faut juste amener les gens, essayer de leur donner plusieurs clés. Ils piochent dans les clés qu'ils veulent. C'est pour ça que j'ai différents formats, des conférences, des livres, des podcasts, là, un film. Que chacun pioche dans ce dont il a envie pour aller creuser sa propre singularité. C'est ça qu'il y a de plus fort, en fait. C'est d'aller creuser en soi qu'est-ce qu'on peut apporter au monde. Et ça, il n'y a pas de copier-coller. Personne ne peut le faire pour toi. Personne. Les gens peuvent te retrouver sur Instagram, Nouvel Oeil. Ton podcast est évidemment du même nom. Après, je sais pas, ou s'ils veulent t'écrire ou te suivre, il y a d'autres plateformes ou... Ils peuvent m'écrire via le site internet du podcast ou via Instagram. J'essaie au maximum de répondre. Donc, je serais très heureuse si cet épisode vous a plu, si vous avez lu, je sais pas, il y a trop de caméras, je sais pas regarder. Et évidemment, mais ce voilà. livre, parce que c'est vrai que j'allais clore sans en parler, mais on en a tellement parlé du coup que tu penses quoi de la vie, Mamie? Pour ceux qui sont sur YouTube, voici la couverture aux éditions Fayard, Voilà. Victoria Guillaumont. Merci beaucoup Nico pour ce moment, c'était très chouette. J'ai adoré. Voilà. Et on n'a qu'une vie, donc le mot de la fin pour Tata Jacqueline. Oser. Oser, tout à fait. Non, vraiment, on n'a qu'une vie, le temps passe tellement vite, on ne sait pas de quoi demain est fait, donc parfois, il faut arrêter de se poser des questions et juste faire. Voilà. À bientôt, Victoria. À très vite, merci Salut. beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que, voilà, avec Victoria, cet échange qu'on a pu avoir ensemble t'a plu. Je trouve qu'elle est tellement inspirante. C'était vraiment un plaisir pour moi de la voir, puisque comme je l'expliquais au début, elle a été pour moi une inspiration. Ça a été vraiment un des premiers podcasts que j'ai écouté, son podcast Nouvel Oeil, que j'ai écouté vraiment avec grand intérêt à l'époque, il y a 3-4 ans maintenant. Et donc du coup, ben voilà, c'était top de voir et de voir comment elle avance. Je trouve qu'à 25 ans, avoir réalisé autant de choses, ça ne peut que inspirer. Donc j'espère que toi aussi, ça t'a donné envie d'oser, de faire, de réaliser, de te connaître avant tout et de pouvoir... Oh, mon téléphone qui sonne. Bah ouais, ça arrive. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'a donné beaucoup d'envie cet épisode. N'oublie pas, 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. C'est vraiment un petit détail pour toi. Ça te prend 5 secondes, mais pour moi, c'est énorme. Et puis, ben, je te dis en tout cas à très très bientôt. Et oui, à bientôt tout simplement pour un nouvel épisode. Salut!